d'enlever et d'ajouter. Ça m'est venu quand j'ai entendu qu'à Berlin, il y avait un concours d'architecture pour le mémorial de l'Holocauste et qu'il y avait un architecte qui avait présenté une idée d'enlever une des colonnes du Brandenburger Tor. Et j'ai trouvé que c'était une idée extrêmement intéressante. Donc j'ai voulu reprendre cette idée que enlever, c'était plus enlever, c'est plus que d'ajouter. Mais en même temps, j'ai voulu vraiment jouer avec les deux. Et là, je trouve que ça marche très bien parce que c'est très décent. Ce que les patchs que j'ai rajoutés fondent avec la toile. On les voit presque pas et ça nous force à se concentrer vraiment sur le tableau pour voir ce jeu. Je trouve que c'est intéressant quand la peinture, toute œuvre d'art devienne quelque chose qui nous oblige à rester un petit peu sur place et à découvrir ce que ça peut vouloir dire, que ce ne soit pas quelque chose qui soit dont le sens se découvre dès le premier instant. Quelque chose où il y a un suspense, comme dans la littérature aussi. Un roman ou un film, tout n'est intéressant que s'il y a un suspense, s'il y a une histoire qui n'est pas révélée immédiatement, s'il y a une histoire où on doit s'efforcer un petit peu à essayer de comprendre et où le sens n'est peut-être pas du tout compréhensible. C'est ça qui nous oblige à rester sur place et à se fondre un petit peu avec cette expérience esthétique. Proust parle, quand il parle de la recherche du temps perdu, où il est complètement perdu dans ce moment éternel qui est le souvenir de quelque chose qu'il a vécu et qu'il redécouvre dans le moment précis sans vraiment savoir pourquoi. Et c'est ce moment d'éternité en fait que j'essaie de faire revivre dans une expérience comme l'expérience d'un tableau. Et ça ne peut marcher que s'il y a une histoire qui est racontée, une histoire qui nous fait revivre une expérience personnelle, mais dont on ne comprend pas tout de suite le sens. Et on essaie de le comprendre, on essaie de le revivre, et on reste dans cette attitude de recherche, une recherche du temps perdu. Oui, Katia, j'aimerais bien que tu me parles de ce tableau-là, justement avec les petites balles, là. Ça me fait penser au jongleur, au battleur dans le jeu de tarot, là, qui jongle avec ses balles. C'est peut-être ça, oui, le sens profond de la joie, c'est d'être complètement insouciant. C'est ça, c'est aussi la vie de l'artiste. C'est une bonne idée, oui. En fait, c'est le jongleur, oui. Et c'est amusant parce que j'ai commencé à faire les trous ronds avec ce tableau-là. Et en vérité, pour moi, un trou rond, c'était toujours l'absolu. C'était quelque chose de très philosophique. C'était comme dans il y a des œuvres d'art chinoises qui parlent de l'éternité, qui sont ronds, et c'est en pierre, il y a un trou rond à l'intérieur, et ils veulent évoquer l'absolu. Et ici, c'est exactement l'inverse, ou alors non, peut-être que c'est pas l'inverse justement, que l'insouciance, de se perdre dans l'extase du moment précis, c'est la même chose que d'être dans l'absolu. C'est ça, je pense. C'est pour ça que je suis devenue de ce tableau très ludique et amusant qui évoque le clown à ces autres tableaux qu'on vient de voir qui sont très sereins et calmes. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est sur la composition, les grands équilibres de la toile, les masses, comment tu les as... Pourquoi et comment tu les as traitées comme ça? J'ai voulu montrer un paysage qui n'est en même temps pas un paysage, mais c'est une peinture complètement abstraite, où il y a un dégradé de couleurs, comme dans les peintures de Joseph Albers, qui était un des enseignants du Bauhaus, qui était un des inventeurs de la peinture de plan. Et j'ai voulu traiter la peinture abstraite comme si elle évoquait un paysage,
en pensant par exemple à Wittgenstein qui a montré dans sa philosophie tardive que tout le monde est un aspect qui est créé par notre façon de voir le monde et que cet aspect il dépend complètement de notre façon de voir, de notre imagination. Il a fait un petit croquis dans sa philosophie tardive d'un lapin qui est en même temps un canard. On peut le voir soit comme un canard, soit comme un lapin. Et ces tableaux-là, ils sont aussi soit un paysage, soit une peinture complètement abstraite, juste des couleurs qui se font dans un dégradé et une ligne toute droite, horizontale, et un découpage. Une autre façon de le voir, bien sûr, c'est quelque chose de très figuratif. Ça pourrait être un champ de bataille, ça peut être un champ de fleurs rouges et un coucher de soleil. Ça peut être un lever de soleil aussi. Et si la couleur est bleue, comme dans l'autre tableau ici, ça peut être la mer, un coucher de soleil ou un lever de soleil sur la mer. Ici, on voit bien que je traite le même sujet apparemment avec la bande horizontale et un découpage qui ressemble aussi à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais en vérité, ici, c'est une famille totalement différente. En vérité, je travaille en plusieurs familles qui ont un sujet très différent, mais qui jouent avec le même instrument, c'est ces découpages, mais en recherchant quelque chose de très différent. Là, le découpage devient beaucoup plus important et il est comme assis dans la toile, dans le tout, dans la composition. En fait, la recherche est radicalement différente. Le vide prend le dessus. Et dans le tableau, à côté, que tu vois là, c'est déjà le premier d'une famille beaucoup plus radicale, où je recherche vraiment le vide, cherche à mettre le vide au centre du tableau. Je l'ai mis dans un endroit qui attire le regard, et ce que je veux créer ici, c'est une espèce de tension entre ce qui n'est pas et ce qui est, la couleur extrêmement intensive et forte, et cet espace qui est découpé avec quand même pas mal de, si on veut, de violence, et qui crée quand même une harmonie intérieure dans ce tableau, enfin, ce rapport, je veux dire, ce rapport qui est d'un côté très chargé de violence et en même temps chargé d'une certaine douceur qui est créée par l'harmonie des formes. Et ce que je veux vraiment dire par ces tableaux, c'est que le vide qui fait partie de notre vie, dans toutes ces questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, il peut être intégré dans quelque chose de beau. Si on arrive à faire ça, on a une vie heureuse. Et je crois que l'art, elle peut nous aider à avoir une perspective sur la vie, au moins pendant l'expérience esthétique qui est belle et qui nous rend sereine et qui nous console aussi de notre condition humaine très, très difficile à vivre. C'est pour ça que l'exposition s'appelle « Vivre ». C'est de montrer que toute notre vie, elle est entre ces questions où il n'y a pas de réponse, le désespoir de ne pas savoir où nous allons, pourquoi nous sommes sur Terre, et en même temps cette vie qui est joyeuse, qui est pleine de sensations, qui est très présente, que nous avons tous. Et toute la vie de chacun se joue dans ce va-et-vient. Et dans l'art, on peut vraiment ressentir cela, et c'est ce que j'essaie de faire avec cette nouvelle technique, où je laisse rentrer le rien dans quelque chose qui est très plein, comme que cette couleur intensive. Et c'est toute une recherche que j'ai poursuivie avec ces tableaux monochromes, avec toute une série dont il y a, avec des découpages un peu différents, mais qui essayent toujours d'évoquer ou de créer cette tension, et en même temps une espèce de douceur.
Et ces deux-là, c'est la même famille, Katia? Ça, c'était les premiers de cette famille. Là, j'ai vraiment cherché aussi des couleurs très vives et très, très gentilles aussi, qui fassent plaisir. Là, je voulais vraiment faire plaisir. Là, je voulais vraiment montrer avec ces grandes surfaces que j'ai découpées dans la toile que c'était une nouvelle démarche intéressante qui rendait vraiment quelque chose de nouveau, de percer dans la troisième dimension, de laisser rentrer l'espace qui est derrière et de créer aussi quelque chose avec les ombres qui apparaissent. Il crée une profondeur qui est derrière l'espace du tableau. Et en même temps, ce que je trouvais intéressant, c'est que la structure de la résine, qui est un matériau qui est très très contemporain, qui est en fait industriel, il reflète la lumière, il rejette la lumière, alors que la peinture à l'huile absorbe la lumière et nous attire. Donc il y a ce jeu vraiment que je trouve vraiment passionnant entre des matériaux et la lumière qui est une fois rejetée, une fois absorbée, et nous-mêmes nous sommes rejetés ou absorbés, et en même temps il y a quand même la transparence et la profondeur de la transparence. Donc il y a tout ce jeu qui entre dans l'image et que je trouve vraiment intéressant. Ces trois tableaux-là sont vraiment de la même famille que le rouge. Ici, c'est vraiment les premiers tableaux, les petits en fait, où j'ai pour la première fois coupé la toile comme Fontana l'a fait, bien sûr bien longtemps avant moi, mais il fallait d'abord que j'ose le faire moi-même. Et puis où j'ai fait de cette partie découpée un élément essentiel. Et on voit très bien l'influence bouddhiste en fait de toute ma recherche et l'influence du Japon. Il y a une philosophie de l'esthétique japonaise qui s'appelle wabi-sabi et que j'ai essayé de poursuivre en faisant cette découpe qui n'a en fait plus rien à voir avec ce que Fontana avait fait à l'époque. Et en la faisant d'une façon telle qu'elle reste toujours un peu maladroite et un peu imparfaite. J'ai jamais voulu que les espaces découpés, que ces espaces que j'ai sortis de la toile, soient des espaces vraiment droites et géométriques. Et il y a toujours un petit côté tordu, penché. Et la couleur aussi, cette couleur, elle est très influencée par le Japon, le gris, le rose, le jaune pâle. Ce sont des couleurs qui sont douces, mais qui en même temps évoquent en nous quelque chose de très mystérieux, un peu mystique, et qui sont jamais parfaites. Le jaune, il y a des trous, il y a des petits, il y a le bleu qui ressort. Le wabi-sabi, il veut montrer que la vie, elle est finie et qu'elle n'est pas parfaite et que la mort est toujours là et la fin de tout est toujours là et que rien n'est stable, qu'il n'y a rien, et qu'il n'y a pas de vérité sûre, que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ressent ne sont que des perceptions que tout change et que ces perceptions vont changer aussi. Et donc, dans le wabi-sabi, on ne veut pas avoir de surface plane, tout est un peu bosselé, chaotique, et c'est ce que j'ai recherché dans ces tableaux. Les découpages ici sont vraiment des points de mire pour une expérience très contemplative. Dans la culture occidentale, la peinture, si on parle vraiment de la peinture, elle a toujours voulu dire quelque chose. Soit que ce qui représentait la vérité, elle a toujours eu un rapport avec la vérité, depuis l'Antiquité grecque. Elle avait un rapport à la vérité, puisque l'être humain est celui qui a un rapport avec le logos, donc avec la vérité. Et dans la Renaissance, on a fait venir l'absolu, la vérité dans la peinture. Avant ça, il y avait la peinture qui était sans perspective, ou l'absoluté de l'autre côté. Et dans la peinture asiatique, c'est pas du tout ça. Et ce que j'ai recherché ici, c'est de faire un peu comme la démarche de l'art asiatique, c'est-à-dire qu'on ne
parlent pas d'une vérité, mais qu'on crée une expérience contemplative dans laquelle l'œuvre d'art est comme le miroir de quelqu'un qui est dans un stade contemplatif. Il se voit lui-même en train d'entrer dans un stade contemplatif, qui est une vérité absolument différente qu'une vérité cognitive. C'est une vérité d'expérience sensuelle et cognitive et intellectuelle. Ils ont vraiment été influencés aussi, je pense, par l'art d'Asie, pour ne pas parler de quelque chose, mais pour créer une expérience dans laquelle on a une vérité totale dans le sens que ça englobe l'esprit et ça englobe aussi les sensations, mais sans que ni l'esprit ni les sensations ne disent quelque chose sur le monde. Ce qui ferait par exemple l'art informel, qui pense que c'est nos sensations, c'est le monde sensible qui est la vérité, ou l'art photoréaliste qui pense qu'en photographiant, en peignant comme une photographie, la réalité, que ça serait cela la vérité. Les impressionnistes essayaient quand même de rendre la façon dans laquelle nous voyons le monde, c'est-à-dire que la façon dont la lumière influence notre rétina et comment nous voyons comme en petites touches de couleurs, comme nous construisons notre monde si on veut, mais sans vraiment laisser libre cours à l'expérience complètement dénuée de représentation. Est-ce que l'on peut dire que ces deux tableaux, par exemple, sont totalement abstraits? C'est justement pas la recherche d'une peinture abstraite, c'est la recherche de faire un objet de contemplation. Ça, c'est le ciel baroque, des églises baroques, comme on en trouve en Autriche un peu partout, avec Dieu, le ciel, enfin Dieu et les anges, les apôtres, tout ce qui se passe, ce panthéon de divinités, enfin pas de divinités bien sûr, mais de personnages mythiques de la religion chrétienne. Et au lieu de les peindre, j'ai fait bien sûr mes trous. Ah, ce sont des anges alors? Ce sont des anges, c'est Dieu, c'est l'absolu. Et qui se promènent comme ça? Qui flottent un petit peu. Et qui nous donne de nouveau à réfléchir. On se demande qu'est-ce que c'est que ces trous. Et ce qui fait qu'on reste sur place et qu'on a ce suspense qui fait qu'on reste dans cette suspension dont j'ai parlé déjà. Et dans la chronologie, quand tu as fait ce tableau? Ça, c'était un des premiers. À l'inverse des tableaux monochromes, ici, j'ai cherché à créer une profondeur, dans laquelle on peut vraiment plonger, comme quand on regarde un ciel et qui est infini, alors que les couleurs monochromes, c'est vraiment la surface plane, où bien sûr les découpages sont plus intéressants à voir dans ce sens-là. Puisque là, il y a la troisième dimension dans la peinture et d'une autre façon dans le découpage. Cette fois-là, elle est encore très influencée par ma vie à Vienne. À Vienne, il y avait les actionnistes qui ont beaucoup travaillé avec la blessure pour montrer jusqu'à quel point on peut, en tant qu'artiste, souffrir de la vie et de la présence de la mort. Et ils se sont fait des incises aussi dans le corps pour revivre la plaie du Christ, par exemple. Et ça avait aussi un rapport avec la vulve, parce que les hommes disaient qu'eux, ils avaient aussi un esprit, quelque chose de féminin. Et quand ils s'infligeaient cette plaie, c'était pour avoir le sexe féminin en eux. Et j'ai repris dans ce tableau, ça n'a vraiment rien à voir avec les autres en vérité, c'est vraiment influencé par ma vie à Vienne et par l'actionnisme viennois, avec tout le côté qui a un rapport avec la mort, le blanc, et puis le rouge, ce liquide qui pourrait être quelque chose de sexuel, et les plaies qui sont fermées parce que l'artiste peut de nouveau soigner ses plaies, mais pas totalement. Alors elles sont encore
elles sont encore là. Elles sont fermées, mais elles existent toujours. On ne peut jamais refermer entièrement les plaies qui ont été infligées dans notre vie. Mais on peut arriver à vivre avec. Ces deux tableaux-là représentent, si on veut, l'aboutissement de la recherche de mon travail actuel. D'un côté, on a l'informel de la peinture qui est rythmé par des découpages semi-industriels, on pourrait dire, et qui rythme les deux tableaux pour montrer aussi qu'il y a dans la nature, qui est fluide, qui est douce, etc., un rythme, une mélodie qui se traduirait peut-être ainsi, que j'essaie de traduire de cette façon. Tout est musique. Et comme dans la musique contemporaine, on n'écrit pas des notes, on écrit des traits, de plus en moins longs. Ça pourrait être cela, si on veut, bien sûr, parce qu'il y a aussi d'autres... Tout le monde peut interpréter ça comme il veut, bien sûr. On peut aussi voir les reflets sur des vagues, ou alors à l'inverse, le soleil qui transperce un ciel nuageux. Et c'est l'idée aussi que justement, il y a ce qui est derrière qui traverse la toile dans ce sens-là aussi. Ces deux tableaux sont vraiment opposés, ou frères et sœurs si on veut, parce que par tout ce que j'ai éliminé d'un côté, je l'ai rajouté en collant les bouts. Ici, on voit bien des morceaux de toile qui ont été collés, c'est un collage. Et c'est exactement ce qui manque de l'autre côté. Et l'inverse. On voit que ces deux tableaux sont vraiment en dialogue l'un avec l'autre. C'est une espèce de balance entre, c'est peut-être du yin et du yang, c'est quelque chose qui se complète, ces deux tableaux qui se complètent l'un l'autre. Si on me demande par qui j'ai été influencée, je dois dire que j'ai toujours été influencée par beaucoup d'artistes, par beaucoup de mouvements artistiques, et j'ai fait beaucoup de choses différentes. Pour moi, la grande difficulté, c'était pas d'être influencée, c'est de balayer toutes ces influences de mon fort intérieur pour trouver mon propre moi et ce que je voulais vraiment dire et faire. C'est pour ça aussi que j'ai fait 15 ans de philosophie, j'ai écrit ma thèse de philosophie sur la question comment l'art peut parler du monde, parce que je voulais d'abord comprendre ce que devait faire l'art avant de le faire. C'est une méthode d'approche très cognitive, si on veut, qui est très rationnelle. Et après, j'ai pris beaucoup de temps à vraiment trouver ma propre personnalité que je voulais vraiment faire vivre par mon art, en tant que comme le mimétisme où on devient de plus en plus ce qu'on fait. Je pense que chacun devient de plus en plus ce qu'il fait. Et là, j'ai été à la recherche de qui je voulais être. Et donc, en fait, c'est un dialogue avec ce qu'on fait devient ce que l'on est soi-même, et ce que l'on a fait a une grande influence sur qui on est. Et c'est dans ces étapes, je pense que c'est fait, dans cette dialectique, si on veut, que c'est fait toute ma vie artistique.